Audiolib présente Libérez votre cerveau. Traité de neurosagesse pour changer l'école et la société. D'Idriss Aberkane, lu par Olivier Chauvel. La vraie science est une ignorance qui se sait. Montaigne, Essai, livre 2, chapitre 12. Manifeste pour un cerveau libre. Préface de Serge Tisseron. Depuis que nous savons que de nouveaux neurones naissent chaque jour dans notre cerveau, les livres qui vantent les mérites des neurosciences semblent suivre le même rythme dans les bacs des libraires. Mais celui d'Idriss Aberkane se distingue des autres. C'est moins un essai qu'un manifeste. Un manifeste qui nous invite à faire d'un certain passé table rase pour prendre le parti du cerveau. Des divers fils rouges autour desquels sa pensée s'organise, j'en ai retenu 3. Le premier est l'économie de la connaissance. Alors que les flux financiers enrichissent certains et en appauvrissent d'autres, les flux de connaissances profitent à tout le monde. Le meilleur exemple en est cette monnaie introduite en Inde qui ne permet à son possesseur qu'une seule chose, payer quelqu'un qui lui donne des cours dans la matière de son choix. De telle façon que celui qui reçoit cet argent ne peut l'utiliser lui-même à rien d'autre qu'à obtenir à son tour un enseignement, et ainsi de suite, depuis les personnes les moins éduquées jusqu'aux personnes qui le sont le plus. Chacun s'enrichit en outre non seulement des connaissances qui lui sont dispensées, mais aussi de celles qu'il donne puisque l'effort d'expliquer bénéficie à celui qui le fait autant qu'à celui qui l'écoute. Ainsi s'établit une chaîne ininterrompue de transmission vertueuse. Le second fil rouge qui traverse l'ouvrage d'Idriss Aberkane est l'empan. Ce mot désigne, rappelons-le, la distance qui sépare l'extrémité du pouce de celle du petit doigt lorsque notre main est ouverte. Cette distance a été proposée à la Renaissance pour être une mesure à partir de laquelle construire un monde habitable par l'homme, c'est-à-dire un monde dont il puisse se saisir. D'autres empans, autrement dit d'autres mesures de référence, ont été proposées dans l'histoire par les religions monothéistes d'abord, et après la Renaissance, par la philosophie des Lumières avec l'émergence de l'idée de démocratie. Chacune de ces approches a proposé, avec plus ou moins d'efficacité, un modèle du bonheur et de la liberté. Aujourd'hui, les travaux de neurosciences nous confrontent à une nouvelle forme d'empan. L'ouverture possible de notre cerveau et la façon dont il peut se saisir d'objets cognitifs à condition que ceux-ci soient présentés d'une certaine façon. Exactement comme notre main ne peut se saisir d'un objet que s'il lui est présenté de manière correcte. On dit aujourd'hui ergonomique. L'empan de notre cerveau définit par exemple les conditions favorables à la mémorisation, les angles d'approche qui peuvent permettre de s'emparer d'un nouvel objet d'étude, etc. De la même façon que les dimensions du corps humain ont été érigées à la Renaissance en repère pour la construction des bâtiments, ce que nous savons aujourd'hui du cerveau devrait constituer les repères de la construction d'organisations adaptées à l'être humain, à commencer par celles dont la vocation est la diffusion des connaissances. Enfin, un troisième jalon posé par Idriss Aberkane concerne l'importance de l'hyper-individualité qu'il évoque sous le nom d'ego. Bien que je préfère penser l'accomplissement de l'hyper-individualité en termes de désir plutôt que d'ego, je le rejoins sur sa conclusion. Il n'y a pas d'ego excessif. Il n'y a que des égos qui savent se mettre au service de leur projet et d'autres qui mettent leur projet à leur propre service. Le développement de l'ego n'entraîne pas forcément le déni de l'alter-ego. L'hyper-individualité n'implique pas obligatoirement l'hyper-individualisme, et deux individualités fortes sont susceptibles de s'enrichir mutuellement. Autrement dit, les projets qui nous tiennent le plus à cœur sont ceux qui nous permettent à la fois de nous épanouir et de nous rendre utiles au monde, à condition toutefois que nous ne fassions pas passer la réussite sociale du projet et les bénéfices secondaires que nous pouvons en retirer avant le bonheur qu'il y a à le mener.
Un projet est comme un enfant que l'on aide à grandir, à s'épanouir et à se socialiser. De la même façon que les bons parents ne sont pas ceux qui s'attribuent les mérites de leur progéniture, mais se réjouissent de leur succès, Idriss Aberkane invite les créateurs de projets à ne pas s'attribuer à eux seuls tous les mérites de leur réussite. Est-ce au passage un plaidoyer pour l'open source? Je suis tenté de le voir ainsi. Ces 3 fils rouges, il y en a d'autres que le lecteur découvrira, permettent à Idriss Aberkane de tisser un ouvrage qui n'est jamais ennuyeux, d'autant plus qu'il est doté d'un remarquable sens pédagogique. Ses comparaisons sont toujours éclairantes, comme lorsqu'il évoque le gavage des oies pour dénoncer celui des enfants par l'institution scolaire. De la même façon que les malheureux volatiles développent un foie gras, autrement dit une maladie hépatique, le gavage des élèves les mène droit au cerveau gras. L'image ne s'oublie pas. J'avoue avoir parfois retrouvé dans l'enthousiasme d'Idriss Aberkane pour les neurosciences l'équivalent de celui que j'ai moi-même éprouvé jadis pour la psychanalyse, notamment dans le projet de redonner à l'humain sa prééminence sur les organisations. Hélas, le succès remporté par la psychanalyse l'a parfois transformé en un système total d'explication selon un principe unique, c'est-à-dire en idéologie. Et il s'est avéré que son organisation hiérarchique a eu des conséquences catastrophiques quand l'attrait pour le freudisme a conduit l'université à s'en emparer. Le système ultra-hiérarchisé de l'une a renforcé celui de l'autre, avec des effets ravageurs sur l'ouverture d'esprit, la curiosité et l'impertinence qui avaient marqué les débuts de la psychanalyse. Jusqu'à ce qu'un nombre grandissant de psychanalystes, à l'intérieur d'écoles désignées ou en dehors d'elles, rejoignent la communauté des chercheurs dans l'exigence de fonder les pratiques thérapeutiques sur des preuves, et non sur des intuitions. Il était temps. Idriss Aberkane, lui, nous rappelle sans cesse l'importance d'une expérimentation libérée face aux certitudes établies, au conformisme et aux hiérarchies nées des idéologies du passé. L'esprit aliéné est son seul ennemi, et il s'oppose autant au scientisme vengeur de ceux qui rêvent de remplacer un pouvoir médiatique par un autre, qu'à ceux qui prétendent faire de la validation scientifique un fonds de commerce lucratif. En rappelant sans cesse que les systèmes humains doivent s'adapter à ce que nous découvrons chaque jour des formidables possibilités humaines, il protège sa démarche de l'un des ingrédients majeurs de l'idéologie, l'allégeance à l'idéal. Les neurosciences questionnent aujourd'hui nos habitudes et nos façons de penser mieux que toute autre discipline. Et Idriss Aberkane nous montre que leurs résultats peuvent prétendre poser les bases d'une nouvelle éthique, mais à la condition qu'elles reconnaissent leurs insuffisances. Car notre cerveau sera toujours plus grand que tout ce qu'il peut concevoir. Gardons-nous de construire des théories qui prétendraient rendre compte de tout, parce que le réel n'est pas cohérent. Et acceptons de construire des théories avec des portions d'inconnu. Je laisserai le mot de la fin à l'auteur. Il faut donner fin et ne pas avoir honte de cela qui relève de la neuroergonomie la plus élémentaire, connue des humanistes bien avant que le terme neuroergonomie fut seulement inventé. N'ayez jamais honte de vous émerveiller, et ne croyez jamais que le professionnel, c'est celui qui ne s'émerveille plus. Idriss Aberkane n'a pas seulement ce don, il a aussi celui de nous le faire partager.